Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9 ou 10e, on officialise le 10e épisode de The Prep Dad Podcast. Ici on parle de nutrition, de musculation, de bodybuilding, d'entrepreneuriat et ici on est là pour ça aujourd'hui. Je m'appelle Louis, j'ai un master en sciences et je serai votre hôte et aujourd'hui je suis avec Arthur Gaines sur les réseaux sociaux. On a décidé aujourd'hui surtout de vous parler non pas de son parcours dans le bodybuilding, même si on va toucher rapidement sur ça dans la mesure où je pense que tu l'as déjà abordé dans de nombreux podcasts. Mais on va surtout parler d'entrepreneuriat dans la mesure où Arthur a créé sa marque de vêtements. C'est un des rares en France à l'avoir fait dans ce domaine-là. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on aimerait parler de ça, et encore une fois, et je fais toujours le même rappel en début de podcast, tout ce qu'on va dire ici, c'est tout simplement pour vous aider dans vos réflexions personnelles. Ce ne sont pas des vérités générales. Quand on parle de bodybuilding, d'entrepreneuriat, c'est pas des choses que vous devez faire, c'est des choses qu'on a faites, c'est des opinions, des idées. Donc, Arthur, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr. Et là où t'en es et tes objectifs actuels. Ouais, donc je m'appelle Arthur, j'ai 23 ans actuellement. Je suis né en 2000, donc je vais avoir 24 en fin d'année. Actuellement, je suis, on peut dire, influenceur, parce que je suis sponsorisé par une marque de vêtements, MyProtein. Je suis athlète, influenceur, entrepreneur, parce que j'ai également du coup créé une marque de vêtements et j'ai également créé mon service de coaching. Donc, je jongle avec un peu toutes ces casquettes. Et j'ai terminé mes études l'année dernière, en même temps que ma dernière saison de bodybuilding. Et donc là, depuis cette année, je suis à peu près full-time sur tous ces domaines-là. Donc, que ce soit la marque de vêtements en principal, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Et à côté de ça, j'essaie toujours de créer du contenu. Je continue forcément à m'entraîner, donc ça fait partie également de mon côté athlète. Et à côté de ça, j'ai également du coup lancé mon service de coaching cette année où donc je suis plusieurs personnes et mon objectif c'est également de créer un plus gros groupe de coachs qui puissent coacher un maximum de personnes et transformer le maximum de vie de gens. Merci. C'est quoi ton palmarès en bodybuilding ? Parce que je pense qu'on va juste parler de ça d'abord parce que t'as quand même fait pas mal de compétitions. Ouais. Et on va venir ensuite. Également, t'as fait quoi comme études ? Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Et t'as quoi comme qualification même d'une manière générale ? Du coup, en termes de palmarès, donc j'ai fait 2 saisons de bodybuilding. Donc la première, je l'ai faite en 2021, à l'âge de 20 ans, où j'avais fait qu'une seule compétition. C'était une compétition NPC en France. C'était la première année, si je me trompe pas, où il y avait la fédération NPC en France, donc l'Alliance Physique de Frères. Et c'était la bionique classique, la première, qui combinait du coup une compétition naturelle et open le même jour. Donc où j'avais terminé deuxième en open l'après-midi et le matin j'avais fini premier à chaque fois c'était en classique physique junior. Et donc t'avais fait la compétition qui était pas naturelle aussi. Ouais, parce que du coup j'avais fait le matin et en naturel il y avait quasiment personne, on n'était que 2 dans notre catégorie. Étonnant. Donc je me suis dit on va quand même essayer de rentabiliser un peu cette préparation, passer juste 30 secondes sur scène en plus avec la NPC c'était pas très long. Donc le petit passage de 30 secondes pour plusieurs mois de préparation, ça fait un peu mal. Donc j'ai voulu passer l'après-midi et donc ça m'a donné goût à la compétition et c'est pour ça que l'année dernière j'ai fait une plutôt grosse saison de compétition. Mon objectif c'était surtout de faire une compétition à l'international et de faire un très gros show. Donc je me suis tourné vers la WNBF où j'ai pu faire WNBF France où je suis arrivé deuxième en body junior. Et je suis arrivé premier en men's physique junior. Et ensuite, j'ai pu faire l'overall où j'étais arrivé deuxième en men's physique, du coup. Et ensuite, j'avais enchaîné. Mon objectif, c'était tout simplement d'avoir la Procard. Donc, j'ai fait WNBF Canada. Parce que pour l'occasion, j'étais pendant plusieurs mois au Canada. Où j'ai fait WNBF Calgary. Où je suis arrivé, premier je suis arrivé premier en body junior. Et je suis arrivé troisième en bodybuilding middleweight. Donc c'était vraiment des gros bébés et j'étais arrivé pareil deuxième du coup en men's physique où j'ai loupé la Procard à ce niveau-là. Ensuite j'avais fait une compétition et là, en NPC. Là c'était Procard NPC. Ouais, non Procard de WNBF. Ah, au Canada aussi. À Canada, okay. Ouais. Et au Canada en fait j'ai fait 2 compétitions. J'ai également fait une NPC qui était lui pour le coup c'était un régional où je suis arrivé premier en men's physique junior, deuxième en men's physique open et si je me trompe pas, non j'étais arrivé deuxième en men's physique junior et sinon j'étais arrivé premier en body junior, en classique physique junior je me perds un peu dans tout ça et mais bref c'était une super expérience et à la fin j'ai terminé forcément avec les championnats du monde en WNBF. C'était vraiment mon gros objectif l'année dernière en tant que bodybuilding.
Du coup, j'ai remporté ma Procard en remportant ma classe en Men's Physics. Et j'étais également arrivé 4e sur 13, un truc comme ça, en body lightweight. Donc c'était aussi un gros achievement l'année dernière. Et après, j'avais fait mon premier pro show, je suis arrivé 6e pour le coup. Et la saison, on devait être pareil, peut-être 10, je pense, pour le coup, ou 13, un truc comme ça. C'était quand même pas mal. Et donc c'était plutôt cool, surtout que le pro show, tu le prépares pas vraiment, tu prépares surtout la compétition du jour d'avant. Donc tu mets le maximum pour le jour d'avant, et après le pro show, c'est un peu du bonus. Donc là, après, mon objectif futur, ce serait forcément de préparer un vrai pro show. Donc on verra. Et pourquoi est-ce que tu as choisi WNBF? Alors, du moins, parce que tu as fait les deux. Pourquoi est-ce qu'au final, là, tu restes pro WNBF Ouais. Alors, l'année dernière, si j'ai choisi WNBF, c'est tout simplement parce que je cherchais une grosse compétition à l'international, idéalement en bodybuilding naturel. Donc, j'avais plusieurs options, soit WNBF, soit j'avais vu qu'NPC faisait également des compétitions naturelles, notamment aux États-Unis avec le gros show qu'avait fait Yann justement en fin d'année. Et il y avait également ICN non, pas ICN, pardon. J'avais également regardé pour faire une compétition qui est le Natural Olympia. Oui. PNBA. Ouais. Et pour le coup, à l'origine, je voulais faire cette compétition, donc le Natural Olympia. Sauf que pour se qualifier, quand on est en France, c'est un peu compliqué. Il faut passer par un sélectionneur qui me répondait plus. Du coup, j'ai retiré cette option-là. Et après, mon choix, c'était soit entre faire WNBF, soit faire du coup NPC. Sauf que je pensais qu'il fallait absolument faire le régional de juin pour pouvoir faire du coup le Pro Qualifier en fin d'année. Sauf que l'année dernière, c'était pas vraiment le cas. Maintenant, je sais que je crois que c'est vraiment obligatoire. Mais l'année dernière, c'était pas le cas. Donc ça, je savais pas. Donc je me suis tourné vers la WNBF, qui également m'intéressait parce que je suis passionné de bodybuilding. Je suis également beaucoup de bodybuilders anglais. Et beaucoup de bodybuilders anglais se tournent vers cette fédération. J'ai découvert cette fédération, je crois, en 2021, en France, où il y avait... ça venait tout juste d'arriver, mais j'avais pas entre guillemets encore confiance parce que c'était tout petit, ça a commencé à monter progressivement. Mais j'ai vu l'opportunité de faire justement un gros pro show, un gros pro qualifier à l'étranger pour plus tard. Donc je me suis dit pourquoi pas, et surtout que c'est une fédération doublement testée. Donc j'avais également ce côté-là parce que la compétition bionique NPC que j'avais faite en 2021, il y avait 0 test. Et quand tu sais que dans la salle, pour te demander qui est naturel, juste tout le monde lève la main et ça passe comme ça. Donc non, j'ai préféré avoir quelque chose avec un vrai test, donc avec le polygraphe, et également du coup test d'urine également à la fin. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné là-dessus, et surtout que maintenant c'est vraiment une fédération qui grandit énormément. Il commence à avoir de plus en plus d'opportunités, que ce soit de pro show à l'étranger. Il y a également un gros pro show à Dubaï où il y a un gros cash prize, etc. Donc je trouve que c'est la meilleure fédération naturelle à ce jour. Et tu le fais parce que tu es passionné par ça, ou est-ce que ça, parce que c'est aussi le sujet, est-ce qu'il y a réellement un apport, on va dire, pour ton business à faire des compétitions de bodybuilding? Un peu des deux. Je dirais forcément ça va m'aider dans mon image, justement, pour parler du bodybuilding. Également le fait que tout simplement j'aime ça. Donc principalement, en vrai, j'aime ça. Je suis passionné de bodybuilding. Je l'ai surtout remarqué au fur et à mesure quand j'avais fait ma première saison de bodybuilding. J'avais vraiment aimé ça, aimé tout le processus. Et encore plus l'année dernière, même si j'ai enchaîné du style genre 5 compétitions, à chaque fois, mon physique s'est amélioré. J'ai vraiment adoré tout le processus. Également, le fait de pouvoir le documenter. J'allais parler de ça justement. Ouais. Je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir documenter ça. Surtout qu'en France, je voyais personne le faire. Ouais. Personne parlait de bodybuilding naturel, on parlait de bodybuilding en tant que tel, donc du bodybuilding open, mais personne parlait de bodybuilding naturel, et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une place à prendre, et je trouve que pour l'instant j'ai bien pris ma place dans ce rôle-là. Donc ça me fait plaisir de pouvoir promouvoir justement le bodybuilding naturel en France et le faire monter comme c'est dans d'autres pays, surtout en Angleterre ou même en Espagne. Je sais que ça monte pas mal, mais c'est ça. Vu que mes inspirations sont plutôt justement en Angleterre par rapport au bodybuilding et que c'est super développé, j'ai voulu faire la même tout simplement en France. Ok, et d'ailleurs, pour promouvoir le bodybuilding naturel, Arthur est un des sponsors de la WNBF Belgique avec moi, qui aura lieu le 31 août à Gand. En Belgique. En Belgique. Ouais, on est sponsor de Belgique. Et donc, évidemment, venez voir la compétition. Si vous êtes intéressé et que vous n'avez jamais vu de compétition de bodybuilding naturel, surtout de WNBF, ouais. Je pense que ça sera une compétition bien organisée. Donc voilà. Et
Donc, on en revient au début où tu disais que tu as fait le coaching donc, que cette année. Donc, l'année dernière, quand tu faisais ta préparation, tu devais gérer ta préparation, tes réseaux sociaux. Donc, toi, tu es sur Instagram, YouTube, c'est tout. Instagram, YouTube principalement. Voilà. Et en plus, tu devais gérer ta marque d'avis. C'est ça. Donc, j'avais un peu tout ça. J'avais pas du coup encore lancé le coaching. Et donc, c'était vraiment compliqué, surtout que au fur et à mesure, plus la préparation avançait, les premiers mois, forcément, ça va, on garde beaucoup d'énergie. Mais sur les derniers mois, honnêtement, je pense que les 2-3 derniers mois de ma préparation, donc j'avais déjà enchaîné une première compétition qui était WNBF France. Je crois qu'à partir de WNBF Canada, j'avais vraiment plus du tout d'énergie pour tout ça. En fait, je m'étais fixé avant de faire ma préparation, forcément de tout documenter, de faire un maximum de vlogs, de contenu, faire si possible du contenu un peu journalier, etc. Et j'ai vu que quand tu es tout seul et que tu dois faire tout ton contenu tout seul et que tu as la fatigue de la préparation, ça devient vraiment quasiment impossible, surtout que quand à côté de ça, justement, tu as d'autres business à gérer, soit la marque de vêtements, justement, du coup, de faire du contenu en plus. C'est vraiment quasiment impossible. Donc, à la fin, j'étais vraiment cuit et je pouvais quasiment plus travailler sur la marque de vêtements. Je faisais vraiment des choses opérationnelles, mais je pouvais plus avancer sur le futur de la marque. Donc, heureusement pour ça, je travaille maintenant avec quelqu'un, Lario, qui m'aide justement à développer la marque. Et c'est lui qui m'épaulait au maximum, justement, dans cette période-là où c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Mais c'était assez compliqué, justement, de pouvoir gérer les deux en même temps, sachant que t'es livide niveau énergie. Et tu penses faire comment, du coup, à ta prochaine prépa, qui en plus, avec le stress supplémentaire de passer en pro et le stress d'avoir du coaching? Ou du moins, qu'est-ce que tu as retenu du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais forcément mettre en priorité les coachings. À ce moment-là, ne plus prendre de nouveaux coachings, justement, avoir toujours des coachés avec qui je suis déjà bien installé, où j'ai déjà ma routine, où il y a des petits ajustements à faire au fur et à mesure. Donc, ne pas prendre de nouveaux coachings. À côté de ça, je sais que du coup, je peux être épaulé par la suite pour mes futures collections, imaginons pour la marque de vêtements. Et l'avantage, c'est également qu'au fur et à mesure, la marque est de plus en plus ancrée et j'ai également de plus en plus de choses planifiées. Donc maintenant, je peux prendre de l'avance sur certaines choses, certaines tâches et ça va me permettre de justement pouvoir gérer les deux et mettre toujours un peu de travail pendant cette préparation tout en justement assurant vraiment le physique optimal pour mon premier pro show. Et en plus de ça, toi, t'étais en diète flexible. Totalement, ouais. Et c'était la première année où j'ai fait de la diète flexible, parce qu'en 2021, j'étais sur une diète totalement fixe. Ouais. Pour ma préparation, l'année dernière, j'ai fait diète flexible et ça a marché du tonnerre. Voilà, tout fonctionne. Tout fonctionne vraiment. La diète flexible, on la voyait déjà un peu avec les Américains qui ont vachement fait ça. Je regardais ça un peu sur les réseaux sociaux et même tous les bodybuilders, pour le coup, anglais que je suis. Naturel, ouais. Tous les bodybuilders naturels que je suis le font. Sont sur des diètes flexibles. Après, il y a diète flexible et diète flexible. Faut être intelligent aussi, faut savoir quoi consommer, quand le consommer également dans sa journée. Et il y a zéro problème à justement avoir une diète flexible. Souvent, ce qu'on voit, c'est que alors, j'ai pas envie de dire les bodybuilders naturels, mais du moins, ceux qui concourent dans les fédérations naturelles, peut-être s'éduquent un peu plus sur certains sujets. Ouais, et donc, forcément, il y a moins d'a priori vis-à-vis de faire de la diète flexible. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes en déficit, ça fonctionne. Après, il y a des manières de l'optimiser, je pense. C'est ça, c'est des sneakers et des Kit Kat. Voilà, exactement. C'est le fait d'être en déficit et également, mais c'est ça en fait, surtout de savoir quoi manger et quand le manger, à quel moment. Vaut mieux manger telle source de protéines, telle source de glucides, de lipides, etc. Quand répartir dans sa journée. Il y a des règles assez simples de toute façon en nutrition et ça, on peut les appliquer que ce soit avec une diète, avec un plan alimentaire de base ou une diète flexible. Et juste le fait de bien suivre ses macros, rester sur la même logique du début à la fin de sa préparation, ça marche. Et ça a marché du début à la fin, que ce soit pour mes recharges, pour mes peak week, pour n'importe quoi. Tant que tout est traqué, en fait, il y a zéro problème. Que ce soit le sodium, etc., toute l'eau, il n'y a pas de problème à avoir une diète flexible tout au long de sa préparation. Voilà, donc j'en suis la preuve. C'était la partie bodybuilding du podcast, mais surtout, je voulais parler avec toi d'entrepreneuriat parce que tu as une marque qui, on va dire, est en pleine expansion. J'espère. Et on avait déjà fait un podcast avec Nevin Barnett sur se lancer dans le coaching en ligne, donc là, ça pourrait être la suite, ça pourrait être lancer et développer sa marque. Alors pourquoi est-ce que tu as créé une marque de vêtements ? Dans la mesure où il y en a déjà des dizaines,
moins en France, mais justement, pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une marque de vêtements? Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Gains Club aussi? Ouais. Alors, déjà, pourquoi Gains Club? Bon, c'est un peu simple, hein. Arthur Gains Club. Ah, parce que tu t'es toujours appelé Arthur Gains sur les réseaux sociaux? Non, au tout début, je m'appelais Arthur G Fit. Avec le fit. À la fin, tout le monde avait le fameux fit. Tout le monde avait le diminutif fit à la fin. Et donc, non. Après, à un moment, je suis passé sur Arthur Gains. Et Gains Club, je voulais le mot club parce que pour moi, ça fait rassemblement. Donc, mon objectif, c'était de rassembler un maximum de personnes. Ça peut être un peu bateau, mais c'est le but quand même d'une marque de vêtements. Et donc, pourquoi j'ai lancé ça? Donc, à l'époque, en France, on n'avait pas de marque quasiment de fitness. Il y avait une marque qui s'appelait No Pain No Gain, avec qui j'avais travaillé également avec le créateur HZod. Et c'était une marque que j'aimais plutôt bien, mais du coup, à la fin, il avait arrêté et on n'avait plus rien du tout en France. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? À côté de ça, j'ai également, en fait, la façon dont je me lance en général, c'est que forcément, je vais être inspiré par d'autres personnes. Donc, ça peut être le cas peut-être pour vous également, mais c'est que je suivais, que ce soit Christian Guzman, Ben Francis, des gens qui lancent des marques de vêtements, des business. Et je me suis dit, donc, pourquoi pas moi? Alors Guzman, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a créé Alphalite, c'est ça? C'est ça, Alphalite. Et Ben Francis, c'est celui qui a créé Gymshark. Exactement. Qui est d'ailleurs le plus jeune milliardaire au monde. Ouais. Je crois. C'est ça. Ouais, depuis l'année dernière. Enfin, l'année dernière, du moins, c'était le plus jeune milliardaire au monde. Il a eu des titres aussi de la part ou d'Angleterre, je crois. De la part du roi. Il a eu un titre de la part du roi, etc. Enfin, c'est un truc de malade. Et donc, j'étais justement, à chaque fois, je prenais certaines inspirations et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et que ce soit même pour me lancer tout simplement au tout début sur les réseaux, bah, tu commences, tu suis des personnes. Je suivais Thibaut InShape, par exemple, à l'époque. Et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas moi? Pourquoi pas me lancer sur les réseaux? Même si mon contenu, il a rien à voir avec ce que lui fait. Je me suis dit, bah, à chaque fois, j'ai peut-être ma chance, donc je me lance. Et donc, c'était pareil pour la marque de vêtements. De plus, je me retrouvais pas forcément dans ce que proposaient certaines marques. À l'époque, forcément, comme tout le monde, je pense que j'ai eu une époque où j'étais vraiment fan de Gymshark, etc. Mais après, ils ont commencé à un peu changer niveau style de vêtements. Et, je m'y retrouvais plus trop. Et je cherchais des vêtements que je pouvais porter, que ce soit à la salle ou en dehors, et mixer un peu, du coup, des vêtements sportwear, mais également streetwear. Parce que j'aime, à côté de ça, également un peu la mode, les vêtements, et donc je me renseigne également beaucoup dessus. Et donc j'ai voulu faire mon mix, et je me suis dit, bah, il fallait que je propose ma gamme de vêtements à moi, et je voulais juste pas faire du merch. Donc mon objectif, même si j'ai appelé ça Gains Club, mon objectif c'était pas de faire du merch Arthur Gains. Je voulais pas que des personnes portent ce t-shirt-là en mode j'ai le t-shirt d'Arthur Gains. Et c'est très dur de se détacher de cette image-là au début. Et maintenant, j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à le faire. Ça prend juste du temps. En fait, ce qui prend du temps, c'est de construire une vraie marque. Et ça prend du temps. Ça va passer par le branding, d'avoir vraiment certains codes et également de passer par d'autres personnes pour faire ça. Donc, que ce soit des athlètes, également dans des shootings, utiliser d'autres personnes que sa propre personne. Et ce qui fait qu'au final, ta marque va grandir et les gens vont un peu détacher cette image de toi. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de ne pas appeler Arthur Gains son t-shirt, parce qu'en même temps, c'est difficile de scaler une marque, de développer une marque à un certain degré quand c'est uniquement votre nom dessus et que ça vous concerne que vous, parce que finalement, ça marche peut-être pour un produit, une édition d'un truc où les gens vont se dire, ah bah cool, j'ai le t-shirt d'Arthur, mais est-ce que les gens veulent les 10 t-shirts d'Arthur? C'est ça. En fait, le problème, je pense, c'est quand on est la seule personne à communiquer dessus. Et c'est ce qui va faire que les gens vont directement associer ce produit à telle personne. Mais quand une personne va justement développer, que ce soit un produit ou une marque, si d'autres personnes en parlent et si d'autres personnes en font la promotion, ça va un peu plus diluer justement le fait que ce soit... bah, par exemple, moi j'ai lancé la marque Gains Club. Si c'est que moi qui en parle, tout le monde va associer la marque Gains Club à Arthur Gains. Alors que si justement j'ai d'autres athlètes qui peuvent en parler, si j'ai d'autres personnes sponsorisées qui peuvent en parler, les gens vont commencer à connaître la marque sans savoir que c'est moi derrière. Et mon objectif, c'était justement que les gens ne sachent pas forcément que c'est moi derrière. Et par rapport à la chronologie, tu as commencé Instagram, ensuite tu as fait YouTube ou en même temps? Et ensuite tu as fait la marque ou il y avait quoi? Ensuite j'ai fait YouTube, donc j'ai commencé Instagram, ensuite j'ai fait YouTube, j'avais fait un premier YouTube avec un pote, on s'est dit vas-y on se lance à deux, etc. Surtout qu'à l'époque il y avait Bodytime qui régnait pareil sur le fitness en France, et donc on s'est dit pourquoi pas. Au fur et à mesure, après, j'ai lancé ma chaîne solo. Et donc, toujours le même contenu. Donc, mon contenu principal, c'est du vlog. Vlog fitness, je montre un peu ma vie et justement le fait de progresser à la salle, etc. à côté. Et par la suite,
je me suis dit pourquoi pas développer ma marque de vêtements. Et après, du coup, j'ai enchaîné. J'avais fait ma première session de bodybuilding. Et après, j'ai lancé vraiment la première vraie gamme de vêtements Gangs Club à ce moment-là. Juste après ma première préparation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que tu lances une marque de vêtements. Il y a plusieurs moyens de le faire. Dis-moi, c'est quoi, toi, les étapes? Comment tu t'es dit le framework de j'ai l'idée à j'expédie le produit? Alors, tout simplement, au tout début, j'ai fait un premier t-shirt que j'ai porté moi. Je le mettais un peu en story, j'écrivais #GangsClub. Et après, j'avais dû passer au tout début que sur Instagram. Donc, au final, au début, j'étais passé que sur mon compte. J'avais pas encore créé de compte de marque, etc. Et j'avais dit, je crois, un truc en mode est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ce t-shirt, etc. L'objectif, c'était de créer, entre guillemets, un petit mouvement en mode Gangs Club. Et donc, j'avais fait mes premières ventes dessus. Donc, ce que je faisais, tout simplement, j'avais un imprimeur à Paris où, justement, j'avais pris un t-shirt basique où j'avais mis mon logo à l'époque que j'avais créé Gangs Club. Et j'avais demandé est-ce que si ça vous intéresse, vous me dites, je le fais. Ils m'envoyaient un PayPal et après j'allais faire ça chez mon imprimeur et je pouvais leur envoyer. Donc ça, c'était la première étape. Et il y a différentes étapes après pour créer vraiment une première marque de vêtements, une vraie ligne de vêtements. Donc forcément après déposer le nom, que ce soit à l'INPI. À l'INPI et après vraiment déposer le nom légalement, créer la vraie société légalement en France. Et donc, juste ce qu'on peut faire, c'est soit on investit une grosse somme d'argent pour développer un premier stock de vêtements, ou sinon, on peut également créer une sorte de crowdfunding. Donc, ça veut dire, on va mettre, justement, moi, je mettais ma ligne de vêtements, tout le monde va mettre un petit billet, justement, sur la cagnotte pour racheter son t-shirt en précommande, et après, on peut faire une grosse commande aux fournisseurs et après leur expédier. Ou sinon, c'est juste de faire au fur et à mesure, de build au fur et à mesure. Donc, ça veut dire, on fait une sorte de premier drop. On attend qu'on ait les fonds par la suite et ensuite on peut commander d'autres drops tout simplement par la suite et développer au fur et à mesure sa marque de vêtements. Sachant qu'au premier drop, t'es pas profitable. Pas du tout. Et tu perds de l'argent. Parce qu'il y a le marketing qui va derrière. Et Quand tu veux vraiment faire une vraie marque de vêtements, c'est ça. En fait, il y a plein de personnes, je pense qu'au tout début, ils lancent une sorte de merch. Donc, ce que j'avais dû faire au début. Donc, ça veut dire que tu vas justement chez un imprimeur pas loin de chez toi, tu lui demandes le prix et tu vas te faire une marge. Et sauf que vu que tu déclares rien, etc., forcément, tu fais du bénéf. Donc, tu as ton bénéf à côté justement en black et tu peux développer par la suite d'autres gammes si tu veux. Mais par contre, quand tu commences vraiment à créer un vrai business où justement, derrière ça, tu as beaucoup d'expéditions, tu as du marketing derrière, tu dois payer également, que ce soit peut-être des designers, des gens dans le graphisme, payer ton site également internet et tout ce qui va derrière, là tu commences à avoir pas mal de coûts, que ce soit des coûts fixes ou même d'autres coûts variables qui vont arriver par la suite. Et là ça coûte un peu plus cher. C'est quoi les coûts d'une marque? Les coûts d'une marque, moi maintenant si tu veux, j'ai une fourchette. Ouais. Ah, une fourchette? Non mais par exemple tu parlais pour se lancer par exemple, selon toi, c'est quoi? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui se demandent, ou il y a des personnes qui se rendent pas compte. C'est quoi, par exemple, l'investissement initial d'argent que tu mets pour créer le premier drop d'une marque? Premier drop, ça peut aller de 5 à 15 000 euros. 15 000 euros. Ouais. Large 15 000 euros. Donc, au moins 10 000 euros pour juste faire quelque chose qui ne vous sera pas profitable. Exactement. Et surtout que la plupart des fournisseurs, quand on veut vraiment créer une vraie marque de vêtements, on va avoir également des minimums. Donc à ce moment-là, tu vas avoir un minimum, sachant que ta marque, elle n'est pas vraiment lancée. Le défi, ça va être de tout vendre. Parce que forcément, ta marque, elle n'est pas connue. Les seules personnes qui vont acheter au début, c'est friends and family, c'est vraiment tes potes, etc. Ou quand tu as une petite audience, forcément, ça va aider justement à vendre tout ça. Mais quand c'est une marque de vêtements et tu es un peu inconnu au bataillon, faut tout vendre, que ce soit toutes les tailles, toutes les couleurs. Et après, tu te rends compte, de toute façon, au fur et à mesure, qu'il y a certaines tailles qui partent plus que d'autres, certaines couleurs qui partent plus que d'autres, certains types de vêtements qui partent plus que d'autres. Et c'est un peu le défi au tout début, parce que tu y vas, mais vraiment à l'inconnu. Et quand tu n'as pas justement de retour sur ce qui a déjà marché et ce qui n'a pas marché, c'est un peu compliqué. Il y en a plein qui se lancent vraiment dans l'inconnu. Et au tout début, quand tu commandes, tu te demandes, mais par exemple, je prends combien de S, je prends combien de M, t'estimes un peu, tu regardes un peu par rapport à toi, tu fais quel gabarit, ton audience, elle fait à peu près quel gabarit. Est-ce que t'as plus d'hommes ou de femmes? Est-ce que t'as plus d'hommes ou de femmes? Et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et ça, tu l'as justement en te prenant des tôles et en commandant des trucs qui, des fois, vont pas partir. Tu vois, tu vas prendre certaines tailles qui, des fois, vont pas partir. Je pense qu'il y en a plein qui font l'erreur, peut-être au début, de prendre un peu trop, par exemple, de double XL ou de trucs comme ça.
et ces trucs qui partent forcément en dernier parce qu'il y a un peu moins de personnes qui font du double XL. Et au fur et à mesure, pareil, même en sorte de gamme de vêtements, des vêtements un peu plus techniques, ça va être un peu plus dur de les faire partir que des vêtements graphiques, on va dire. Vêtements techniques, c'est-à-dire c'est la matière. La matière, oui, ça veut dire, par exemple, tout simplement, il y a pas longtemps, j'ai sorti un t-shirt de compression par rapport à un t-shirt graphique. Ça va partir un peu moins vite, ça va partir, mais moins vite. Et du coup, après, c'est le fait également de se dire, j'ai une certaine période pour être rentable et après pouvoir potentiellement commander une nouvelle collection à côté. Le premier drop n'était pas rentable. Premier drop l'était. Ou c'était break-even. Ouais, c'est ça. C'est zéro. Ouais, ça veut dire que vous perdez pas d'argent, mais vous en gagnez pas. Également, ouais. Et au bout du deuxième, tu t'es dit que ça allait marcher ou tu t'es posé des questions? À chaque fois, au fur et à mesure, tu commences à te poser un peu de questions parce que t'es pas si rentable que ça. Et tu te demandes si vraiment l'investissement, il y a vraiment un retour sur investissement. Mais en fait, ça va dépendre vraiment de chaque drop que tu vas faire. Au départ, justement, je faisais des drops avec des choses pas mal graphiques, etc. Et donc, ça partait très, très bien. Et après, j'avais commencé à vouloir faire des choses justement un peu plus techniques. Et là, d'un coup, quand tu as fait un gros investissement pour un vêtement qui va un peu moins partir, là, tu te prends une première tôle. Et c'est un peu plus compliqué parce que tu te dis comment tu vas faire pour investir justement par la suite. Donc après, faut trouver des techniques de marketing pour essayer de vendre ton produit et de... Et donc toi, alors, est-ce que c'est une des techniques de faire des drops? C'est une technique? C'est ça. La technique de faire des drops, c'est surtout de faire produire dans un minimum de quantité. De toute façon, au début, quand tu sors une marque de vêtements, quand t'as pas tous les fonds nécessaires, si t'as pas 50 000 € à investir dans une marque de vêtements au tout début, forcément, tu vas partir sur des drops. Parce que tu vas commander en petite quantité, tu vas vouloir que tout parte assez rapidement pour pouvoir justement enchaîner et créer une nouvelle collection par la suite. Et c'est quoi la ligne directrice de la marque, même en termes de futur drop? Est-ce que c'est toujours la même chose où tu changes un peu le design? Ou est-ce qu'il y a des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'objectif, c'est de faire progresser la marque par rapport également aux tendances. Donc, je regarde également beaucoup les tendances, j'essaie de me renseigner sur ce qui va arriver par la suite. Et comme je disais au tout début, mon objectif, c'est de créer une marque de vêtements sportswear, donc également avec une grosse gym culture, donc un rapport avec le bodybuilding. J'essaie vraiment de plus rentrer dans ça maintenant. J'étais un peu perdu au début. Ce qui est difficile au début également, c'est quand tu lances ta marque de vêtements, c'est de trouver également ta niche, savoir vraiment où tu es, créer vraiment une vraie image de marque et savoir vraiment qui tu veux cibler. Et là maintenant, je sais un peu plus, j'ai un peu plus envie de me tourner vers le bodybuilding et vers la culture du gym parce que c'est tout simplement ce qui me passionne. Et je me rends compte que justement en France, on n'a pas forcément ce genre de marque-là. Ça existe beaucoup à l'étranger, on a Dark Sport, on a d'autres marques comme ça, comme exemple à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et donc mon objectif, c'est justement de développer une marque comme ça en France et donc de pouvoir mixer, que ce soit des nouvelles techniques qui sont utilisées dans des vêtements justement streetwear à l'étranger. Le fait justement par exemple d'être ici en Asie, j'ai pu voir plein de techniques que j'ai jamais vues en France. Pour l'instant, j'ai vu également certaines coupes, certains styles de vêtements que j'ai jamais vus en France. Et ça me permet justement de développer dans le futur de nouvelles collections et de pouvoir innover en fait dans des vêtements qui sont habituellement très basiques. En musculation, c'est souvent des gros t-shirts oversize. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça et justement avoir des petites spécificités, des petites techniques justement que ce soit d'impression, de matière et développer justement des produits un peu plus uniques qu'on peut voir habituellement. Et justement pour le développement des produits, toi, quand tu as envie du coup parce que chaque drop, c'est un drop tous les combien de temps? Maintenant, j'essaie de faire un drop tous les mois et demi. Et donc chaque drop est différent? Chaque drop est différent. Ouais. Et donc, comment tu fais, toi, pour trouver alors l'inspiration et l'organisation lorsqu'il s'agit même du design? Est-ce que toi, tu vois une idée quelque part, tu la prends en photo, tu la stockes quelque part, tu vois avec ton équipe comment vous faites, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là pour créer un nouveau vêtement? Alors, pour créer un nouveau vêtement, il y a différentes techniques. Donc, soit justement, je vais me balader, je vais aller voir pas mal d'inspirations, etc. Je vais les prendre en photo et je vais essayer de réfléchir à justement une façon peut-être de reprendre un peu ça, mais à ma manière, etc. Ou sinon, des fois, j'ai des idées qui viennent dans ma tête, mais forcément, les idées qui viennent dans notre tête, souvent, c'est des choses qu'on a déjà vues et on l'oublie totalement et justement, on va essayer de le reproduire. Et l'objectif à chaque fois, c'est de créer
si je peux, des vraies collections, donc avoir un vrai thème précis. Donc, par exemple, il y a pas longtemps, j'en parlais justement avec Lario, avec qui je travaille sur Games Club, et je voulais faire une collection un peu rétro vintage. Donc, je me suis dit, bah, justement, tout simplement, je vais vouloir faire un pantalon un peu plus comme on pouvait voir à l'époque, style un peu nylon, coupe droite, etc., avec une veste zippée. Et je vais essayer de prendre un peu d'inspiration. À ce moment-là, j'étais allé voir un film qui s'appelle The Iron Claw, qui est un film sur une histoire de catcheur avec Zac Efron. Et c'est un film justement un peu tourné avec des vêtements d'époque et des vêtements en sportswear d'époque. Et j'avais adoré par exemple le style de vêtements qu'il y avait et le style d'image qu'il y avait dans ce film-là. J'avais pris des photos pendant le film carrément, je les avais envoyées par exemple à Lario. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de s'inspirer un peu de cet esprit, de reprendre un peu ça et de le faire à notre sauce tout simplement. Donc les inspirations, elles sont un peu multiples, que ce soit sur ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce que je vais voir également dans certains magasins, notamment ici en Asie, ce que je peux voir dans certaines fripes. Donc aller voir un peu des vêtements, que ce soit des vêtements un peu vintage. Et après, c'est une sorte de mix and match de ce que j'ai aimé, de ce que j'aime un peu moins, et de faire un peu à ma sauce. Et ensuite, vous designez les choses vous-même, ou vous faites appeler quelqu'un en plus? C'est ça. Lario s'occupe principalement des designs, moi aussi. J'essaie d'un peu organiser ce qu'on a à faire, et chacun va mettre un peu sa patte sur ce quoi il est bon. Et du coup, on passe pas trop par d'autres personnes, c'est un peu que nous deux. Et c'est juste que on va donner une ligne directrice. Et après, on va tout chercher, donc que ce soit la coupe, la matière. On va essayer justement de faire des coupes un peu plus uniques de ce qu'on peut avoir habituellement. Il y a plein de personnes qui vont commencer des marques de vêtements, ils peuvent choisir un t-shirt déjà préfait, on va dire, avec une coupe déjà faite, avec une matière déjà faite, et juste mettre leur design. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin, donc faire des petits détails sur des vêtements, avoir des coupes un peu plus originales, des coupes également qu'on aime. Une autre façon également de lancer son premier vêtement, c'est de prendre tout simplement un t-shirt avec une coupe qu'on adore. Tu prends toutes les mensurations, tu peux les envoyer à des fournisseurs et ils vont te le répliquer. Ce sera plus ou moins bien fait et souvent il y aura des petits retours à faire, etc. Mais ça marche plutôt bien. Et donc après, c'est juste une histoire de temps. De bien gérer. Et donc tu fais le design, tu l'envoies à ton fournisseur, il t'envoie des samples, tu les testes et tu valides, et au bout d'un certain temps, ensuite tu fais l'envoi. C'est ça. Et faut savoir qu'aussi un sample, ça coûte cher. Oui. Un sample, si tu veux. Beaucoup plus cher qu'un. Exactement. De manière générale, si tu veux un sample pour certaines pièces, des fois tu peux en avoir pour 80 €. Ouais. Donc au fur et à mesure, si tu demandes plusieurs samples, ça te fait cher. J'ai déjà eu des commandes de samples où ça coûte 500 €, donc c'est énorme. Et au fur et à mesure, bah, tu peux te permettre d'en faire plus. Mais en plus, le truc un peu relou, c'est que tu les accumules chez toi. Donc peut-être que tu vas jamais les mettre, peut-être c'est pas les bons. Exactement. Et du coup, le problème, c'est que justement, tu vas avoir des samples qui coûtent 80 €. Si ça va pas, bah, tu dois en refaire un. Parce que pareil, je connaissais des personnes qui avaient déjà commandé en grosse quantité des choses qu'ils n'avaient jamais essayées. C'est une erreur. Et du coup, le sizing était horrible, il y avait plein d'erreurs, etc. Donc, pour être sûr, toujours faire un sample. Et après, tu peux le confirmer, mais souvent, ce sera pas bon dès la première fois. C'est assez rare que ce soit parfait dès la première fois. Donc, souvent, tu dois en recommander. Et pour ceux qui se demandent pourquoi un sample c'est plus cher, c'est parce que la marque elle doit faire par exemple qu'une couleur à la place d'avoir un lot, donc potentiellement elle doit changer certains paramètres d'une machine pour faire la couleur. Ensuite, elle doit te l'envoyer. L'envoi suivant de là où ça vient, bah, c'est plus ou moins cher. Donc forcément, si vous divisez ça, ça fait que le t-shirt que vous allez vendre peut-être 50 € à peu près, bah toi tu le payeras 100 € pour le sample, juste par rapport à tout ça. Totalement. Et il y a également certaines matières que tu peux pas faire à partir de minimum. Donc pareil, il y a certaines matières où tu dois confirmer à l'usine que tu vas faire un certain minimum d'une commande. Par exemple, il y a des commandes, j'avais regardé il y a pas longtemps pour refaire des sacs, et le minimum de commande c'était au moins 500 ou 1000 pièces, parce que forcément ils vont devoir également des fois faire certains moules, créer des choses spécifiquement pour toi, et eux faut qu'ils s'assurent forcément d'être rentables à côté. Les usines sont très rentables à côté, mais il faut qu'elles puissent justement confirmer ça, et donc il y a certaines choses qu'on peut pas encore faire également quand on est à un stade de début de commencement de marque, et donc il y a certaines choses qui prennent du temps, mais au fur et à mesure, plus la marque se développe, plus tu peux te permettre justement de faire plein de samples, d'innover également dans certaines matières, dans certains types de produits, et c'est le truc le plus fun, je pense, au fur et à mesure.
Et également, parce que là on en a parlé brièvement, mais moi c'est aussi pour ça que t'es là, c'est parce que j'aimais bien, t'as un branding qui est très précis, professionnel, simple en même temps. Tu mets quelle importance au branding et à l'image de ta marque? Parce que c'est valable pour aussi le coaching en ligne, pour tous ceux qui en font. Ouais, énormément. Parce que pour moi, je pense que c'est le plus important. Le fait d'avoir un branding assez fort, c'est ce qui va faire que on va reconnaître ta marque, que également ça va donner un certain positionnement de ta marque. Moi, j'essaie justement d'avoir un positionnement assez premium parce que dans ce que je fais de manière globale, j'essaie vraiment de garder cette image-là. Les vêtements que je fais, j'essaie d'avoir la meilleure qualité possible, d'avoir les vêtements avec les meilleurs matériaux possibles et également un prix assez correct à côté. Mais j'essaie justement de garder cette image premium et ça va également du coup passer par la communication. Donc garder une image vraiment épurée, mais également premium. C'est pour ça que j'utilise pas mal de noir et blanc, etc. C'est assez simple justement d'avoir cette image un peu épurée premium. Et puis tu as commencé du coup 2019, tu m'as dit? Non. Ouais, j'ai eu l'idée un peu fin 2019 et j'ai commencé à vouloir designer un peu tout ça en 2020. Et j'ai vraiment lancé en 2021. Et comment le branding il a évolué? Parce que le logo, du coup, c'était pas le même au départ. Ça avait rien à voir. Au tout début, vraiment au tout début, c'était un alter au milieu. Non, mais c'était un logo. À ne pas faire. C'était un logo du style Metallica. Ouais, ok. Ouais. Donc c'était marqué Gains Club du style un peu Metallica et ça a totalement changé. Ensuite, c'était une sorte de G. G, un peu imbriqué dedans. Et au fur et à mesure, le branding a totalement changé. Et en fait, ça prend également du temps. Le fait justement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'était de savoir à peu près sa niche, là où tu veux vraiment aller et dans quelle direction et avec quelle méthode également tu veux le faire. Et soit tu veux être une marque un peu plus mainstream et là justement tu vas faire des designs qui vont un peu plaire à tout le monde, etc. Mais si tu sais vraiment où tu veux aller, et moi je sais de plus en plus où je veux aller avec une image justement très épurée, un engagement envers les athlètes, faire vraiment une marque motivante mais pas cliché. Oui. En fait, c'est un peu combiné toutes les inspirations que j'ai pu avoir au fur et à mesure, justement, que ce soit de Dark Sport, d'autres marques également à l'international. C'est de faire mon mix à moi et d'avoir cette image premium au final pour ma marque. C'est quoi là les plus gros challenges que tu rencontres encore pour le développement de ta marque? Les plus gros challenges, c'est en termes de trésorerie. Donc c'est le fait justement tu vas sortir un drop, tu dois attendre l'argent qui doit arriver pour pouvoir développer tes prochains drops. Parce que là, si tu veux, j'ai quasiment presque toutes mes collections qui sont prêtes en termes de design jusqu'à peut-être l'année prochaine. Mais à chaque fois, il faut en fait le fait d'avoir assez d'argent pour pouvoir commander la collection d'après et de pouvoir en fait faire cet enchaînement là justement pour avoir une marque viable, on va dire. Parce que si tu fais juste 3 drops dans l'année, ça va être compliqué d'être viable et de te verser à la fin un salaire, etc. Parce que pour le coup, je me suis jamais versé de salaire pour l'instant. Donc il y a également ce point-là. Pour l'instant, j'essaie de tout réinvestir dans la marque, que ce soit également dans le marketing, le fait d'envoyer également des lots à des athlètes, à des personnes sponsorisées, ça coûte également beaucoup d'argent. Et donc les plus gros challenges, c'est au niveau surtout de la trésorerie. Et après, par la suite, ce sera de la développer au maximum, mais si possible à l'international également. Parce que du coup, toi, c'est un challenge, c'est pas l'inspiration que t'as, c'est pas le manque de vente en soi, parce que... Non, parce que ça marche comme bien. C'est ce que j'allais dire, il y a un intérêt et un engouement des gens vers la marque, c'est plus juste avoir suffisamment de fonds pour faire d'autres choses. C'est ça, en fait, mon objectif, c'est juste de la développer au maximum, et c'est juste que ça prend plus de temps. En fait, le seul challenge que je peux avoir, surtout, je pense, c'est le temps. J'aimerais vraiment pouvoir développer ça plus rapidement, mais faut se laisser le temps. Développer une vraie marque, justement un vrai branding, enfin une vraie marque avec un vrai branding, avec une vraie image de marque derrière, ça prend du temps. Et ça prend du temps justement à se bâtir. Le fait également que la marque soit plus 100% associée à moi, ça m'a pris également du temps. Je trouve que ça se ressent de plus en plus. Mais et également le fait d'avoir des bons athlètes dévoués qui sont également dans l'esprit de la marque, c'est également assez compliqué à trouver. Donc je commence à en trouver et dédicace à David qui représente totalement, je trouve, l'esprit Gains Club avec sa détermination et justement des athlètes droits
Et justement avec une très bonne image également. Qui change pas tous les 3 jours de sponsor ou de n'importe. Mais justement, c'est assez compliqué. Et surtout, en France, on reste comme sur un marché francophone, français. C'est difficile de toucher d'autres personnes pour l'instant à l'international. Et j'espère dans le futur pouvoir le faire. Et t'as combien d'athlètes là, Gains Club? Vrai athlète, je dois en avoir 2 ou 3. Ok. Et pas tant que ça, et justement je vais essayer de limiter un peu plus le nombre de personnes qui rentrent, on va dire entre guillemets, dans l'écurie Gains Club, et justement chercher des athlètes avec vraiment un vrai esprit derrière. Je parle pas forcément du nombre d'abonnés, forcément ça en fait partie parce que oui, parce qu'il faut bien ça reste des coûts, il faut bien justement un retour sur investissement, et mon objectif justement par la suite, c'est de développer que ce soit la marque, mais également l'athlète. Donc, à côté de ça, essayer de faire du contenu pour l'athlète, essayer de le suivre sur ses compétitions, pourquoi pas, et également l'aider à justement défrayer certains coûts et par la suite forcément donner un salaire, parce que je trouve que c'est quand même important, et c'est ce qui va faire que l'athlète va également être dévoué envers la marque. C'est parce que tu vas également lui rendre l'appareil. Mais ouais, principalement, j'en ai pas tant que ça. Et c'est difficile de trouver un vrai bon athlète. C'est difficile. Ouais. Pourquoi? En France. Pourquoi? Parce que je trouve que justement, il y en a certains en France, ils vont pas forcément avoir l'image. Où ils vont changer trop souvent. Exactement. Ou sinon, non, juste que pour moi, il y a certaines personnes qui vont pas forcément juste avoir l'image Gains Club. Ouais. C'est tout. Puis là, en même temps, quand tu es à ce stade-là, et que parce que quand tu les sponsorises, tu proposes des vêtements et une commission. Et c'est donc, ça, des vêtements. Faut pas être attiré par l'appât du gain en soi. Exactement. Et ce qui va faire la différence, et j'ai pu le remarquer au fur et à mesure, c'est que des personnes qui vont juste être attirées peut-être par avoir une commission derrière, ils vont pas être engagés en fait dans la marque, alors que des personnes qui aiment vraiment la marque, ça se ressent. De toute façon, ce sont très rapidement quand tu commences à discuter avec eux, mais ça se ressent également dans leur façon de communiquer, que ce soit des produits, de la marque, et avec toi. Ok. Et t'as pas d'investisseur pour ta marque? Non. Donc tu es propriétaire à 100%. Ouais, 100%. Et tu recherches pas d'investisseur? Pour l'instant, non. Justement, j'aime le côté de pouvoir bâtir au fur et à mesure la marque de vêtements, que ce soit avec mes échecs et également justement mes réussites. Donc le fait justement de vendre à 100% en drop et d'avoir un bon retour sur investissement, je vais pouvoir justement, comme je disais tout à l'heure, commander des plus grosses pièces après par la suite et développer. Mais c'est sûr que pour une marque de vêtements, ça reste toujours intéressant d'avoir des gros fonds qui arrivent, et c'est pour ça qu'il y a plein de marques qui soit ont des arrangements avec leurs fournisseurs où ils peuvent les payer après, mais c'est difficile quand tu es une petite marque. Je sais que Gymshark l'a fait. Ça veut dire qu'ils avaient certains fournisseurs où ils avaient certains termes dans leur contrat où ils pouvaient les payer après. Donc ça veut dire qu'ils recevaient d'abord les vêtements, ils pouvaient vendre ces vêtements-là et par la suite payer leurs fournisseurs. Mais quand tu es une petite marque, c'est un peu compliqué. Maintenant, avec certains fournisseurs, tu peux avoir des sortes d'arrangements. Donc par exemple, au tout début de la production, tu payes que 30% et par la suite, tu payes les 70% restants. Donc ça, c'est déjà des petites aides. Mais par la suite, tu peux également avoir des aides des banques. Il y a certaines boîtes également maintenant qui aident justement à avoir un plus gros fonds de roulement. Ok. Dernière vraie question par rapport à ça. Ensuite, il y a d'autres questions plus dingues. C'est quoi le plus gros échec du coup, vu que tu as dit les échecs? C'est quoi le plus gros échec que tu as eu pour l'instant avec Gains Club? Ça devait être justement des drops qui partaient pas tant que ça. Et ça veut dire tu vas commander certaines pièces, tu penses que ça va partir, ça va être un banger. Banger, les gars, banger. Et au final. Tu vends 2 tailles M. Et au final, pas tant que ça. Non, c'est pas en mode juste 2 tailles M. Non. Ça se vend, mais par rapport à la quantité que t'as prise, pas tant que ça. Et c'est plus ça qui est un peu embêtant. C'est que justement, plus tu vas grandir, plus tu pourras prendre une certaine quantité. Et le plus gros, en fait, la chose à prendre en compte, c'est qu'il faut pas à chaque fois, c'est comme je pense dans les paris, faut pas tout le all-in, tu vois. Donc à chaque fois, c'est pas que t'as les fonds. L'aversion au risque. C'est ça, c'est pas que t'as tous les fonds que qu'il faut tout commander pour la prochaine fois. Donc faut faire petit par petit et autant tout vendre d'un coup et par la suite tu recommandes, tu fais un restock. Et du coup là, quand le drop il échoue, bon, échec c'est relatif, mais tu peux appeler échec ce que tu veux, mais tu te dis quoi? Tu te dis je vais pas refaire le design, ou je vais pas faire un design comme ça, ou tu te demandes pourquoi? Est-ce que c'est une question du design? Est-ce que c'est une question du moment où tu as vendu le drop? Parce qu'on sait qu'il y a des situations économiques qui peuvent influencer l'achat de certaines personnes, surtout sur, par exemple, quand tu as un type d'habit, c'est pas la priorité des personnes par rapport à leur pouvoir d'achat. Tu te dis quoi à ce moment-là quand le drop il échoue?
bah, tu cherches un peu la raison, tu essaies de savoir un peu ce qui marche et ce qui marche pas. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, très simple, mais quand tu es une petite marque de vêtements, je pense qu'il faut mieux viser pour que ce soit par exemple pour des t-shirts ou pulls graphiques, des choses qui se vendent quand même assez facilement que par rapport à des pièces techniques. Les pièces techniques, ça prend beaucoup plus de temps à se vendre. Et du coup, au mieux viser sur des pièces un peu mainstream, entre guillemets, où il y aura justement une grosse reconnaissance de ton image de marque derrière tout ça, et que tu vas pouvoir vendre assez facilement. C'est quoi tes 3 meilleurs conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'une marque? Alors, ça pourrait être le coaching aussi, mais j'aime bien demander cette chose-là. Premièrement, c'est de se lancer. Pour moi, c'est le. Ok, premier conseil. Merci. Super. Non, mais pour moi, c'est le conseil le plus important parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent se lancer, essayent d'attendre le meilleur moment, mais le font jamais. Donc, premier conseil, déjà se lancer. Sinon, deuxième conseil, tout simplement de se renseigner sur la question, sur comment ça marche justement les process du début à la fin, également les inconvénients que ça peut avoir, tout ce qui va aller derrière. Créer une marque de vêtements, il y a également plein de choses administratives à côté. Donc, que ce soit justement déposer ta marque auprès de l'État, créer une société. Tu as également plein de choses derrière, des choses à payer plein de frais. Le fait également de devoir, par exemple, stocker tes vêtements chez toi. Au tout début, c'est ce que j'ai fait. Je stockais tous mes vêtements chez moi, mais maintenant, je passe par un centre de logistique qui me coûte également beaucoup d'argent. C'est d'autres défis et il faut pouvoir y répondre. Donc, il faut avoir également les fonds nécessaires au tout début pour pouvoir répondre à ces défis. Et en dernier conseil, bien s'entourer, je pense. Pas vouloir tout faire tout seul et pas penser qu'on peut tout faire tout seul parce qu'on n'aura pas d'avis forcément extérieur ou sinon on va avoir l'avis de proches qui va être totalement biaisé. Ouais. On va dire vous en pensez quoi les gars? Tout le monde va dire c'est de la bombe, banger. Et au final, tu vas le vendre soit vite fait à tes potes qui vont même pas forcément tous l'acheter. Voilà. Tu leur fais un petit discount. Et c'est ça. Me voir le donner. Tu me fais un petit prix où justement tu vas rester un peu trop dans ta bulle et dans tes idées et tu vas pas avoir en fait de vrai avis extérieur. Et donc savoir bien s'entourer également, c'est très important. Mais par rapport au deuxième point que tu as donné, c'est comme je pense le coaching ou n'importe quoi, c'est faut connaître son industrie et l'industrie dans laquelle vous êtes plus que n'importe qui. S'il y a quelqu'un qui connaît mieux l'industrie que vous, vous avez du souci à vous faire parce que la personne elle sera capable d'avoir des meilleures prévisions que vous sur ce qui peut ou non Totalement. Se passer. Donc c'est connaître son industrie, s'éduquer autour de ça. Et même chose, tu le dis, il y a plein de processus qui sont complexes et des personnes, je pense qu'ils l'ignorent, mais quand vous allez importer des habits en France, on en parlait, la question de l'avion ou du bateau, c'est pas les mêmes coûts, c'est des coûts qui sont... faut se rendre compte parce que, par exemple, il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ah, mais le t-shirt, je sais pas, je le commande chez Booman, il me coûte 10 €. Là, un t-shirt à 40 €, c'est cher. » Alors déjà, faut prendre en compte qu'il y a moins de stock, faut prendre en compte que la qualité est meilleure et faut prendre en compte juste qu'au final, la marge, elle est pas énorme. C'est ça. Au final... C'est pas 45 €, 25 € de marge. C'est ça, surtout quand on est une petite marque, on a beaucoup plus de coûts. Le vêtement va nous coûter déjà même beaucoup plus cher. Même à qualité égale avec une marque comme Boohoo, ça va nous coûter le triple, voire le quadruple. Par rapport aux quantités. Bien sûr. C'est ça, les quantités n'ont rien à voir. On va avoir également beaucoup de frais. Un autre conseil justement, parce qu'on en avait déjà parlé, le fait de l'avion, le bateau. J'ai fait l'erreur et beaucoup font l'erreur de tout début justement prendre la livraison avec ses fournisseurs de l'étranger, de prendre l'avion parce que c'est l'express, ça va arriver en une semaine, mais ça coûte on va dire vraiment le triple de ce que coûte une livraison cargo. Mais forcément la livraison cargo, par contre, le problème c'est que ça va prendre beaucoup plus de temps à arriver. Donc un autre défi également que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est d'être toujours dans la trend. Parce que le problème, c'est que quand tu vas prévoir une collection, tu vas la prévoir pour l'année d'après. Faut être toujours dans la trend. Le fait de la prévoir pour l'année d'après, également, tu vas le commander. Il y a les délais de production. Il y a les délais également pour que ça arrive. Donc au final, c'est ça, le délai entre le moment où tu commandes, tu fais déjà le processus du sample avec ton fournisseur et le moment où tu vas recevoir tes stocks, il y a au moins 7 mois. Et puis aussi trouver un bon fournisseur et le maintenir pour que la personne comprenne également vos besoins. Totalement. Déjà, trouver le bon fournisseur, c'est un peu compliqué parce que tu vas commencer déjà avec des premiers fournisseurs où des fois la qualité ne sera pas terrible. Mais quand tu commences, tu vas prendre un premier fournisseur, tu vas pas forcément chercher ailleurs parce que tu n'auras pas forcément les fonds pour payer d'autres samples. Donc tu vas rester avec celui-ci.
Et c'est jusqu'à trouver en fait le meilleur fournisseur, et ça prend également du temps. Et trouver le meilleur fournisseur, c'est un peu compliqué quand même. On va passer aux questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions pour toi. Alors, une des questions, c'était la mienne que j'avais notée, mais donc bon, c'est pas quand même. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Asie là, ou du moins ça fait combien de temps déjà que t'es en Asie là? Parce que t'étais à Bali, t'es à Bangkok. Je l'ai commencé Bali en mai. Oui. Et là, du coup, j'ai fait Bali, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Vietnam, et là, je suis de retour du coup à Bangkok. Et après, là, je vais finir par le Japon avant de retourner en France. Pourquoi l'Asie? Alors, j'ai pas beaucoup fait l'Asie. J'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait le Canada, les États-Unis, j'ai fait un peu de pays en Europe, etc. Et donc là, maintenant, je dispose d'une liberté, que ce soit de localisation. Donc je peux me permettre de travailler un peu d'où je veux. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, l'année dernière, j'étais venu en vacances en Thaïlande. Pour le coup, j'avais fait 3 jours à Bangkok et le reste, j'étais resté à Phuket. Et j'avais grave aimé Bangkok. Et donc, mon objectif, c'était de pouvoir rester plusieurs mois justement en Asie, voir un peu le lifestyle, tout simplement. Comment ça se passe de vivre ici. Forcément, ça coûte un peu moins cher ici. Donc, pour rester et être seul, c'est un peu plus faisable que de le faire, par exemple, en France. Et surtout que le fait que, de toute façon, mon travail en soi, il n'est pas altéré le fait que je sois en France ou en Asie. C'est la même chose. Donc, déjà, je voulais me faire un premier avis sur Bali. Donc c'est pour ça que ma première destination, c'était Bali, où je suis resté 1 mois. Parce que Bali, j'en avais entendu justement des points positifs et négatifs, et notamment sur le côté entrepreneuriat. Je voulais savoir un peu plus comment ça se passait là-bas, pourquoi il y avait autant d'entrepreneurs, etc. À Bali. Donc j'étais resté vers Canggu, où il y avait également Canggu à Bali, c'est un gros hub quand même sportif, bodybuilding, et ça se développe de plus en plus. Donc j'ai adoré être là-bas, surtout que j'avais des potes là-bas, donc on a pu se retrouver là-bas, travailler ensemble, s'entraîner ensemble, donc c'était vraiment plutôt cool. Et ensuite, du coup, je suis venu pour 1 mois sur Bangkok, et l'objectif sur Bangkok, donc c'était également de pouvoir travailler des futures collections Games Club. Donc pour le coup, Lario qui travaille avec moi sur la marque est venu avec moi, et notre objectif, c'était de se mettre un peu dans notre bulle, de pas être en France entouré de ce qu'on connaît déjà, et c'était surtout de pouvoir voir d'autres choses, une nouvelle culture, également de voir de ce que je disais tout à l'heure, de nouveaux vêtements, de nouveaux styles, de nouvelles techniques, que ce soit d'impression, de vêtements, de matières techniques, etc. Et de pouvoir avancer au maximum dans notre bulle, être vraiment pas être distrait, on va dire, par d'autres choses, surtout qu'en plus il y a le décalage horaire. Donc on est assez tranquille quand tu travailles. C'est un avantage d'être en Asie pour le décalage horaire, contrairement aux États-Unis où tu as l'impression d'être en retard sur tes Exactement. Ouais. En fait, le problème surtout quand j'étais par exemple au Canada, c'était que avec mes fournisseurs qui sont en Asie, t'as 12 heures de décalage. 12 heures de décalage, donc c'était quasiment impossible. Ouais. Je pouvais communiquer avec eux que le soir. Donc c'était vraiment impossible. Et donc le fait également d'être en Asie, c'était que là je pouvais communiquer un peu plus facilement avec des fournisseurs. J'ai pas encore eu le temps d'aller en voir certains. C'est mon objectif dans le futur. Mais j'avais également ce côté-là. Du coup, je pouvais discuter avec eux. Je pouvais également recevoir des samples plus rapidement. Donc, j'ai pu faire des retours assez rapides sur des futures collections également qui vont arriver. Et parce que l'Asie, c'est cool. Bali ou Bangkok? Bangkok. Alors, en vrai, j'ai beaucoup aimé Bali. Ouais. Mais je pense que Bali, je me lasserais peut-être. Pour vivre? Ouais, je me lasserais un moment pour vivre. Mais rester un certain temps en Bali, je trouve ça pas mal en vrai. Quand t'aimes bien la muscu, etc., t'as beaucoup de services qui sont assez faciles là-bas. T'as pas mal de trucs de meal prep. L'ambiance, elle reste quand même assez détendue et tu peux travailler dans des bonnes conditions également. Mais je pense que tu t'ennuies au bout d'un certain temps. Donc le fait d'être à Bangkok... Bangkok, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, et tu peux également voyager en Asie à côté pour pas très cher. Et super facilement. Ouais. Grâce à Jetstar Asia. Ouais, il y a plein de compagnies, plein de compagnies qui coûtent vraiment pas cher. Et même chose, enfin même en termes de... Si vous allez... c'est des vols qui sont de 1 heure, 2 heures parfois. Ah, totalement. Plus loin, c'est peut-être Taïwan, Japon. Japon, c'est quand même plus loin, mais ça reste des vols raisonnables. C'est quoi, Japon? C'est 3 heures? Japon, c'est... Ah non, Japon, c'est 5 heures. Bon, 5 heures. Et mais le billet, pour le coup, 170 €, tu vois. Ah non, mais que aller, du coup. Parce que tu fais le retour. Ouais, le retour, après, je le fais depuis la France. Bon, on va passer la France.
Question des auditeurs. J'ai eu quelques questions pas mal. Alors, première question de la part de Maxime. Maxime qui demande, est-ce que le fait d'être tout le temps en voyage impacte positivement ou négativement ton travail ? Alors, positivement, mon travail, oui. Dans le sens où je vais justement pouvoir faire du nouveau contenu, que ce soit sur YouTube, quand je fais des vlogs. J'adore faire des vlogs où je suis à l'étranger, où justement je teste des nouvelles salles, je teste un nouvel environnement. Donc ça, pour le coup, je pense que ça l'impacte positivement. Donc je vais avoir des nouvelles idées, etc. Et sinon, pour le reste, ce que je disais tout à l'heure, ça va rien changer. Justement, un peu plus même positivement, le fait justement d'avoir cette histoire de décalage horaire. Donc moi, avec Games Club, que ce soit si je communique avec mes fournisseurs, ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai toute la journée pour discuter avec eux, alors que si je suis en France, avec le décalage horaire, je commence à partir de peut-être... je suis bloqué jusqu'à l'après-midi, on va dire, parce que justement, après, c'est le soir. Pour les coachings, ça va rien me changer. Justement, je vais avoir les demandes de la veille, je vais les avoir dès le matin. Je peux répondre assez facilement à toutes les demandes de coaching et je peux également être assez réactif. Et c'est à peu près tout. Le seul souci, on va dire, ce serait peut-être pour le côté athlète, parce que quand tu bouges justement de salle, etc., tu peux pas avoir une progression optimale sur chaque machine. Et encore, en soi, moi, un peu partout dans le monde, j'arrive à bien track, que ce soit mes macros, donc pour ma diète. Et à côté de ça, j'applique à chaque fois le maximum d'intensité sur toutes les machines et j'essaie de trouver à chaque fois de toute façon la meilleure salle possible. Donc ça, c'est pas si compliqué. Et puis là, t'es quand même resté suffisamment longtemps dans la même salle en soi. C'est ça. Et donc pour progresser, il y a vraiment pas de souci. Et j'arrive à bien progresser au fur et à mesure, même en changeant de salle et en changeant d'environnement. Et souvent, justement, en plus, je vais arriver dans des environnements qui sont même plus favorables à la progression que je peux avoir en France. Quand j'étais à Bali, j'avais tout à côté pour progresser, que ce soit la salle. À côté de ça, j'avais un service justement où j'avais une sorte de meal prep, etc., qui était juste génial. T'as également pour la récupération, dans la salle, il y avait un truc de bain froid, etc., qui était compris dedans. T'as des massages, pour le coup, qui coûtent pas cher. Donc, au final, ma progression, je pense qu'elle était encore plus optimale là-bas. Et en termes de travail, je pouvais aller dans un café, travailler, avoir ce côté également un peu coupé du monde. Et tu peux être dans ta bulle et travailler. Justement, je trouve que je suis même peut-être un peu plus productif à l'étranger. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport au coaching, vu que t'en as parlé. Bon, comment devenir coach, une idée de parcours ou autre ? Comment devenir coach ? Alors déjà, on a déjà parlé, la dénomination de coach, ça ne veut rien dire. Hein. Vous avez éducateur sportif, vous avez... coach, ça veut rien dire. Vous pouvez être coach de vie, coach de n'importe quoi. En réalité, c'est si vous voulez devenir coach en ligne, en France, avec la législation actuelle, vous n'avez théoriquement, je mets des gros guillemets, pas besoin de diplôme. Parce que c'est du coaching en ligne. Après, vous êtes très limité dans ce que vous pouvez faire. Mais sinon, ça passera par un parcours où vous devez obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif, donc BPJ, c'est quoi, c'est 2 STAPS, peu importe. Ouais. Mais pour l'instant, pour faire du coaching en ligne, suivant le type de coaching en ligne que vous faites, vous n'avez pas besoin de diplôme. Et ensuite, la seule chose que je recommande, c'est de s'éduquer constamment avec des formations annexes, que ce soit des formations francophones, anglophones, peu importe. Quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Non, c'est à peu près tout. Justement, s'éduquer, avoir un minimum, je pense, quand même d'expérience et se sentir également légitime. Si justement on commence ça juste pour l'appât du gain et qu'on ne se sent pas forcément légitime, ça va être un peu plus compliqué et se dire que peut-être on a assez de connaissances pour justement pouvoir les promouvoir et aider d'autres personnes justement à changer. Et avoir une passion pour aider les gens. Exactement. Si vous ne l'avez pas et que vous cherchez justement que l'appât du gain, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant des coachs qui, avec une niche très précise et on sait que c'est purement marketing, bien sûr. Ça marche qu'un temps. Hein. Au bout d'un moment, les personnes le voient. Comment est-ce que tu fais pour concilier le bodybuilding, le voyage, le business et ta vie sociale ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre entre parenthèses pour réussir à faire tout ça ? Parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Ouais. La vie sociale, en soi, elle change pas forcément. Le voyage, donc la plupart du temps, l'année dernière, j'étais en voyage, par exemple, principalement au Canada. Mais j'étais au Canada, du coup, avec ma copine parce qu'elle était en stage là-bas. Donc j'étais avec elle. Forcément, à ce moment-là, tu vois plus tes potes qui sont en France. Et c'est la seule chose. Mais après, tu restes en contact avec eux de toute façon via les réseaux sociaux. Et quand je voyage à l'étranger, là, pareil, j'ai des potes un peu partout dans le monde, en vrai. Dans chaque lieu où je vais, je connais toujours un peu quelques personnes. Donc, ça me permet quand même de garder un lien social. C'est pas comme si j'étais à l'étranger et que je connaissais personne. Forcément, je pense que si tu arrives dans une grande ville, dans un grand pays, comme par exemple justement la Thaïlande, où tu connais vraiment personne
et où c'est un peu plus compliqué de te faire justement un réseau et des rencontres. Là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que tu te sens un peu plus seul au fur et à mesure. Mais quand tu as quelques points de repère avec des gens que tu connais et que tu peux également faire connaissance avec certaines personnes qui sont dans le même milieu que toi ou qui sont également francophones, c'est un peu plus simple. C'est aussi ça ce qui est bien avec voyager. C'est en réalité, c'est... Par exemple, on se serait sûrement jamais rencontrés si on était en France. Totalement. Ouais. Et c'est la même chose avec plein de gens. Par exemple, avec Nevin, que j'ai rencontré aussi ici, c'est des concours de circonstances qui font que il y a probablement peu de francophones qui sont dans le même milieu que toi, qui sont dans la même ville. Tu vas forcément rencontrer en contact, ou vous allez peut-être aller dans la même salle de sport. C'est ça. Et par exemple, avec beaucoup de personnes françaises ici. Et c'est aussi, je pense, un des gros avantages de voyager. C'est aussi pour... alors, entre guillemets, j'aime pas ces termes, mais le réseau que tu crées. Bien sûr. Et au moins avoir des personnes qui ont des ambitions comme toi. Et c'est aussi comme ça que vous gardez des liens, on va dire, sociaux, même en travaillant beaucoup. C'est ça. Et ça me permet même de créer des liens sociaux avec d'autres personnes à l'international. Tu vas parler avec des personnes justement qui sont anglophones, ou des choses comme ça. C'est des choses que tu n'as pas du tout en France. Et ce que tu disais, c'est totalement vrai. Mais en France, on est tous là, mais on va pas forcément tous se voir. Ah oui. Et je pense que c'est le fait que tout le monde est en France, tout le monde est dans son truc en France. Et on se dit pas, vas-y, pourquoi pas aller rencontrer telle ou telle personne. Alors que quand on est à l'étranger, il y a cette occasion-là. On était à Bangkok, on était dans la même salle, donc vas-y, pourquoi pas. Et au final, on a pu discuter de maintes reprises. C'est vrai. Et puis au final, t'es ici. Par intérêt. Totalement. Quelles ont été vos motivations? Bon, alors on va dire tes motivations, Arthur, parce que les miennes, j'en ai pas vraiment. Mais tu vas comprendre par rapport à la question. Quelles ont été vos motivations pour se lancer dans la création de contenu? Alors, j'estime pas faire de la création de contenu. Hein. Non, enfin, parce que toi, Oui, toi, c'est du contenu éducatif. Mais même au-delà de ça, je pense même pas que ça soit... Enfin, j'aime pas catégoriser ça comme éducatif, parce que ce que je dis souvent avec un podcast, vous ne pouvez pas vérifier ce qu'on dit. Peut-être qu'on dit des aberrations depuis tout à l'heure, et voilà. Mais... Et puis, même chose, je le fais parce que... Enfin, moi, ma motivation, c'est... Si je fais ce contenu, c'est parce que je sais que ça aide des gens. Il y a des personnes, par exemple, si j'ai décidé de faire les podcasts, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement les finances pour s'acheter une formation. Bon, alors ça rentre du contenu éducatif ou se prendre un coaching, veulent des conseils simples et il y a personne d'autre qui fait un podcast de ce type-là en France. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Et même chose, après, le reste du contenu Instagram, c'est aussi lorsque votre activité principale, c'est la vente de formation comme moi, le coaching en ligne, vous êtes obligé d'avoir une certaine visibilité. Mais toi, c'est quoi tes motivations initiales pour faire du contenu, en fait? Parce qu'au départ, il n'y avait pas de business derrière. Ah non, pas du tout. C'est la passion. La passion, vraiment. Passion, pourquoi? Pour la muscu, bodybuilding et justement, la muscu au tout début. Donc c'était un peu partager ma progression et essayer de toucher un maximum de personnes, essayer d'inspirer certaines personnes. Parce que j'ai commencé la musculation à 16 ans, et même pas à 15 ans et demi, pour être précis. Et justement, je voyais pas tant de personnes que ça sur les réseaux sociaux qui en faisaient la promotion. Et mon objectif, c'était juste de promouvoir justement ma progression, d'essayer de trouver peut-être d'autres personnes un peu comme moi, et justement pouvoir leur parler, etc. C'était vraiment... c'était le tout début, je pense. Enfin, c'était le moment où vraiment il y a eu un pic niveau réseaux sociaux, Instagram, etc. Je pense que c'était le moment où vraiment Thibaut InShape, à l'époque, il avait buzzé. C'est toute l'époque Thibaut InShape, Nathan Mozango, etc. etc. Et du coup, pareil, il y avait également un côté un peu mimétisme. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas moi? Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai 15 ans et demi, il n'y a pas trop ce profil, etc. en France. Et ce qui m'a motivé tout simplement à commencer. Et après, au fur et à mesure, en étant sur les réseaux sociaux, j'ai un peu monté, j'ai commencé à avoir un premier sponsor, etc. Et quand t'as un sponsor, déjà, il y a aussi le côté de tu peux plus vraiment arrêter. Oui. Parce que t'es sur le sponsor, il saute. Sinon, le sponsor, il saute. Et donc, tu veux continuer là-dedans. Et au fur et à mesure, en ayant une passion un peu plus accrue justement pour le bodybuilding et le bodybuilding naturel, notamment, personne n'en parlait en France de bodybuilding naturel, pardon. Et, en tout cas, pas à ma connaissance, ou très très peu de personnes. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre ce créneau-là et en parler. Et à chaque fois, en fait, c'est la passion. En fait, je trouve que je suis vraiment passionné par le bodybuilding et ça me plaît énormément justement de pouvoir travailler et tout ce que je fais au final est relié autour de cette passion et c'est ce qui m'anime le plus. Et j'aimerais continuer au maximum là-dedans et c'est ce qui me fait continuer au final. Mais du coup, conseil pour la création de contenu, c'est si vous avez vraiment envie d'aider les gens, d'inspirer les gens, de partager quelque chose avec une valeur ajoutée, faites-le. C'est ça. Ça finira par marcher. Parce que si vous avez des bonnes intentions derrière ce que vous faites, ça se voit. C'est si vous faites du contenu juste pour vendre quelque chose, ça se voit aussi et ça marche moins bien. Si vous faites du contenu pour partager quelque chose, aider quelqu'un, donner une valeur ajoutée, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de motivation, n'importe, les gens le voient et ils aiment bien ça. C'est aussi ça ce qu'il faut se dire. Et ça se ressent avec des personnes qui, soi-disant, veulent se lancer.
J'ai plein de proches et même j'ai déjà rencontré plein de personnes qui sont en mode ah oui, il faut que je crée, faut que je commence à me mettre un peu sur Insta, faut que je commence un peu à mettre sur YouTube ou je sais pas quoi. Et la plupart du temps, tu sens que c'est pas par passion, mais c'est juste vu que tout le monde le fait, je dois le faire. Et ou sinon, c'est par rapport à X personnes, il a un sponsor avec telle marque, il gagne tant avec ce genre de business, faut que je fasse pareil. Mais au final, vu qu'il n'y a pas de passion derrière, vu qu'il n'y a pas vraiment la volonté d'aider les gens et vu que ça se ressent pas derrière, ça marchera jamais. Et eux-mêmes, ils pourront pas continuer et se motiver eux-mêmes à le faire. Parce qu'au début, ça durera pas assez longtemps. En fait. Au début, tu gagnes rien. Voilà. Et au début, tu travailles vraiment dans le vide. Et que ce soit pour la marque de vêtements, tu travailles dans le vide au début. Pareil pour les réseaux sociaux, tu travailles, tu gagnes rien. Au départ, ça te rapporte rien. Et même quand ça te rapporte pas ce que les gens imaginent. Exactement. Et en fait, dans toutes les situations, à chaque fois, c'est ça. Et je pense par rapport justement à la marque de vêtements, au début, vraiment, et même encore maintenant, je me verse rien. Et donc, j'essaie juste de construire un maximum parce que je me dis qu'il y a un potentiel derrière. Et c'est juste, je vais tout mettre pour que ça marche par la suite. Mais au final, pour l'instant, c'est juste la passion, en fait. La passion de faire justement cette marque de vêtements, de la développer et de vouloir développer justement cette marque de vêtements dans cette industrie que j'affectionne particulièrement. Et on va voir si ça va marcher par la suite. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. C'est comme le coaching. C'est au départ, vous réinvestissez ce que vous avez pour vous former, vous gardez sûrement une petite partie pour vous, mais demandez à votre coach quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a fait une formation, pour voir également à quel point la personne est réellement intéressée par l'amélioration constante de ses compétences à votre service, parce que vous payez quelqu'un pour ça. Comment développer sa visibilité, Arthur? Donne-moi des conseils, c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est une question qu'on a eue de la part de Enzo, mais selon vous, alors moi j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Développer sa visibilité en 2024, faut juste bombarder le contenu et que ce soit sur toutes les plateformes et avoir une bonne niche. C'est ça, avoir une bonne niche. Il faut chercher à faire en sorte que des gens vous écoutent. C'est ça. C'est-à-dire, bon, toi, t'es arrivé avant moi largement, mais ce que je veux dire, c'est que je pense aussi que je suis arrivé à un moment donné où j'ai quand même eu une certaine chance où aujourd'hui, il y a certaines, si vous regardez ce podcast, c'est que vous m'écoutez relativement, on va dire. Peut-être que si je démarrais en 2024, j'aurais peut-être plus cette chance. Il y a toujours le facteur chance qui rentre en compte. Donc je pense que c'est trouver une bonne niche où les personnes vont vous écouter parce que vous avez réellement des compétences dans cette niche-là. Que ça soit, peu importe, le coaching, le bodybuilding. C'est si vous avez vraiment, on en revient à ce qu'on a dit avant, quelque chose à partager avec une valeur ajoutée, et prenez bien en compte le valeur ajoutée. C'est si vous faites la même chose que tout le monde en 2024, c'est ça, c'est vraiment plus compliqué. Et c'est pour ça que certaines personnes qui vont avoir des idées justement totalement différentes d'autres personnes vont pouvoir monter facilement sur des réseaux. Si tu es à contre-courant, parfois tu vas être un peu plus écouté que d'autres personnes. Parfois tu te fais détester, mais parfois ça fonctionne. Bien sûr. Et c'est ça dans tous les domaines. Et sinon, si tu veux vraiment te faire aimer et essayer de marcher au maximum, je pense qu'en 2024, c'est ça. Bon, de ce que j'ai vu récemment avec des personnes qui sont quand même montées facilement, un peu plus facilement sur les réseaux, c'est de poster un maximum de contenu, forcément du contenu qualitatif qui soit engageant et également qui va attirer un maximum de personnes en étant assez dynamique, etc. Et ne pas se désespérer, si les premiers trucs ne fonctionnent absolument pas. Si votre première vidéo YouTube fait 50 vues, faites-en une deuxième quand même. C'est que si vous vous arrêtez... alors je pense, je suis aussi partisan de dire, faut quand même se fixer un temps. C'est-à-dire que si au bout d'un an, il n'y a rien qui fonctionne, faut remettre son contenu en question. Voilà. Pas forcément soi, mais son contenu, son type de contenu, la façon dont on le fait en question. C'est vous changez la stratégie. C'est ça. Vous changez pas l'envie que vous avez, vous voulez être coach en ligne, changez juste votre stratégie. Ça marche dans tous les domaines, même une marque de vêtements. Si tu as une ligne directrice qui ne marche pas pendant un an, c'est pas que c'est pas que ta marque elle a zéro potentiel, c'est peut-être que juste ce que tu es en train de faire, ça va peut-être dans la mauvaise direction et tu as juste à un peu changer le cap et ce qui va faire que ça va un peu plus marcher par la suite. Avant-dernière question, toujours de Enzo, mais Enzo a des bonnes questions. Donc, comment savoir comment lancer un projet? Et il a mis des parenthèses intéressantes, entre parenthèses, mode de vie / bien possédé au préalable. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'un capital de départ plus de choses que tu as déjà pour te dire, je peux mettre de l'argent dans un projet? Enfin, personnellement, moi, je réfléchis pas comme ça. Ouais. En soi, forcément, faut avoir ça dépend de quel type de projet, déjà. Oui. De 1. Si tu parles d'une marque de vêtements, tu peux commencer justement en ayant zéro, entre guillemets, hein, c'est 100 €, on va dire. Tu fais justement tes premiers vêtements et après tu peux les commencer, comme j'en parlais tout à l'heure, en crowdfunding ou un truc comme ça. Tu fais des précommandes. Si les gens, forcément, c'est plus difficile parce qu'au début, il y a peut-être que toi qui vas porter le vêtement et donc pour faire la promotion, ça va être un peu plus compliqué. Mais commencer avec zéro en termes de capital,
c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Ou 0 en termes d'audience. Parce que là aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez monter quelque chose, par exemple une marque de vêtements, ou même, je vois des personnes, et de plus en plus de personnes qui font des formations. Si vous n'avez personne qui vous écoute, vous n'allez pas en vendre. Ouais. Vous perdez du temps, parce que vous allez vendre 1-2 formations, mais ça ne change rien, même si vous en vendez 2, peut-être que vous allez être content. Ça ne sera pas pérenne, parce que vous ne pouvez pas le développer si vous n'avez pas d'audience pour vous écouter. C'est la même chose, c'est si vous décidez de faire une marque de vêtements, il faut bien qu'il y ait des gens pour les porter. C'est ça. Et ça marche pour tout. Et donc toi, tu avais quand même une audience de départ. J'avais mon audience de départ, et ce qui a fait que je suis pas arrivé juste avec tout seul le no-name, etc., qui sort une marque de vêtements, parce qu'au départ, t'auras qui? T'auras ça, friends and family, t'auras tes potes, ta famille qui vont en parler. Très limité. Et tu seras très très limité. Hormis si t'arrives à faire un coup marketing extraordinaire avec 0€, ce qui va être compliqué justement pour que ce soit partagé, etc., un peu partout. Mais au début, si t'as vraiment rien, que ce soit en termes de visibilité, en termes d'audience et en termes de fonds, forcément, tu peux pas faire grand-chose. Mais avoir justement développé une audience, pour le coup, ça peut te coûter 0 sur les réseaux sociaux si t'arrives à bien... Du temps, c'est tout. Donc si tu... Oui. J'ai une dernière question à Arthur qui est, je pense, qui te concerne. Comment relancer après une cure de testo de 3 mois? Alors ça, il faut demander à Yann. Ah ben voilà, et ben t'as tout dit. Donc Yann est enfin cramé par rapport à ce sujet. Merci Arthur d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir, merci pour ton invitation. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, likez, abonnez-vous à Arthur, je mettrai sa chaîne YouTube, son lien Gains Club, Instagram, ce que vous voulez. J'espère que j'aurai évidemment des grosses commissions pour ça. Bien sûr. Et on parle très vite.